Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, bonsoir à toutes. Je crois qu'on n'a que des mamans ce soir avec nous, ou des futures mamans. En tout cas, il n'y a que des filles, il me semble. Je m'appelle Victoria. Je suis maman de deux petits-enfants de 3 ans et 1 an et demi. Et je suis aujourd'hui consultante en sommeil pédiatrique. Je suis certifiée Sense. C'est une formation de base américaine et c'est la seule formation actuellement qui est approuvée et contrôlée par les pédiatres en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. Donc, c'est une formation dont le contenu est régulièrement contrôlé et revu et approuvé par les pédiatres aujourd'hui. Comme beaucoup de parents, moi aussi j'ai traversé des périodes de fatigue intense, des nuits blanches sans sommeil, jusqu'au jour où j'ai décidé de me faire aider. Donc j'ai fait appel il y a quelques années à une consultante en sommeil qui a changé notre vie de parents. Et après, finalement, en fait, mon ancien métier faisait plus trop de sens pour moi et je me suis dit que ça serait vraiment génial de partager la même expérience que moi j'ai pu vivre en tant que maman. J'ai compris que le sommeil, c'est pas une fatalité et qu'on peut toujours l'améliorer et toujours mettre en place des choses qui peuvent vraiment offrir aux parents, mais aussi surtout aux enfants, de bonnes nuits de sommeil. Et c'est vrai que doTERRA faisait déjà partie de ma vie à ce moment-là. Et je trouve que c'est un super outil pour améliorer le sommeil, mais aussi la vie au quotidien. Et donc, j'intègre le produit doTERRA dans tous mes accompagnements aujourd'hui pour les enfants, mais surtout pour les parents, pour les mamans en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne? Oui, tout fonctionne très bien. Oui, super, merci. Donc aujourd'hui, je vous propose deux petits objectifs pour notre atelier. Le premier, c'est de vous donner quelques informations pour connaître l'évolution et besoins en sommeil pour les enfants. Et la deuxième partie, je vais vous donner quelques conseils et les 5 clés principaux pour améliorer le sommeil de nos enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je regarderai à la fin, je répondrai à vos questions. Aussi, n'hésitez pas à partager l'âge de vos enfants. Comme ça, je peux peut-être adapter un petit peu le contenu quand je peux pour pas trop peut-être m'éparpiller sur certains âges. Mais en gros, j'accompagne quand même des nourrissons jusqu'aux 10 ans. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même sur les enfants plus grands. Euh, du coup, pour commencer sur le sommeil, eh ben, c'est un besoin vital. Le sommeil, il joue vraiment un rôle fondamental dans la croissance de nos enfants. C'est aussi important que la nourriture. En fait, on oublie souvent que c'est vraiment aussi important et souvent on se dit, ah, bah, c'est pas grave de sauter une sieste ou de coucher l'enfant plus tard, alors qu'on se dit jamais bah, aujourd'hui, il peut sauter son repas du midi ou pas manger le soir. Mais en vrai, ça a le même effet sur le fonctionnement global de nos enfants. Et en fait, il joue un rôle fondamental dans la croissance, mais aussi dans ses apprentissages, dans les émotions, dans la construction de leur cerveau et aussi la construction de système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque cycle de sommeil, tous ces besoins vitaux, ils vont se régénérer. Je vous expliquerai plus en détail, mais chaque cycle de sommeil est responsable pour une chose en particulier. Donc, en fait, aujourd'hui, le sommeil, c'est devenu une problématique de santé publique. Une personne sur trois est concernée par le trouble de sommeil. Là, je ne parle pas que des enfants, mais des adultes également.
Et ce qu'on ne sait pas vraiment, et ce que j'ai appris pendant la formation, et même dans ma formation, il y avait des pédiatres, des kinésiologues qui expliquent en fait qu'aujourd'hui, déjà, il y a 30% de consultations en pédiatrie, ça concerne que du sommeil. Mais en fait, les réveils nocturnes, les problématiques d'endormissement, les réveils matinaux, le pleur au coucher, tout ça, c'est pas vraiment un trouble de sommeil médical. Et donc, les pédiatres, ben, savent pas vraiment répondre à cette question parce qu'ils sont pas formés là-dessus. Eux, le seul problème trouble de sommeil qu'ils traitent, c'est le trouble lié à la digestion. Donc tout ce qui est le reflux, RGO, mais tout le reste, en fait, ils peuvent juste donner des conseils de ce qu'ils savent en tant que maman et partager ce qu'ils conseillent à leurs patients, mais en gros, ils sont pas vraiment formés. Il y a de plus en plus de pédiatres qui commencent à passer cette formation. Et de même kinésiologues, ils traitent plus les côtés émotionnels, mais pas du tout tous les troubles de sommeil comme le réveil nocturne, les problématiques d'endormissement. Donc la chose importante à savoir, c'est que le sommeil est pas continu. En fait, il est composé de plusieurs cycles et tout le monde se réveille plusieurs fois la nuit. Nous, les adultes, on va se réveiller 5 à 6 fois toutes les nuits. C'est les réveils très courts qui durent à peu près 30 secondes. Et on ne se rend pas du tout compte qu'on s'était réveillé. En fait, on a tous développé nos propres moyens de s'auto-apaiser et de se rendormir. En fait, il suffit de sortir le pied de sous la couette ou se retourner d'un autre côté ou retourner l'oreiller. Chacun, on a nos petites techniques. Et bah, pour les enfants, c'est pareil, sauf que eux, les cycles de sommeil sont plus courts que ceux d'adultes. Donc, un enfant, jusqu'au l'âge de 10 ans à peu près, 8, 9, 10 ans, et ben, il se réveille 7 à 8 fois la nuit. Sauf que parfois, il arrive peut-être à s'endormir tout seul, et ben, parfois, il a besoin de papa et maman. Et ça dépend vraiment de comment il s'était endormi. En fait, quand on se réveille, on a toujours envie de retrouver exactement le même environnement dans lequel on s'était endormi. Et ben, si s'est endormi dans nos bras et puis tout à coup il se réveille dans son lit, bah forcément il va rappeler la même méthode dans laquelle il s'était endormi. Donc, on se réveille tous, ça c'est tout à fait normal. Et il n'existe pas les enfants qui se réveillent pas du tout. C'est juste que bah, ils ont déjà peut-être développé le petit super pouvoir qui leur aide à retrouver le sommeil d'eux-mêmes. Donc, on a 4 phases de sommeil. Ça, c'est le cas à partir de 4 mois environ. À l'âge de 4 mois, un bébé, il a le cerveau assez mûr pour avoir déjà 4 phases de sommeil comme les adultes. Avant l'âge de 4 mois, il n'y a que 2 phases de sommeil. C'est le sommeil paradoxal, donc le sommeil agité, et le sommeil calme, le sommeil profond. C'est pour ça qu'on dit que oh, il dort comme un bébé, parce que sommeil agité, c'est vraiment la partie où il s'endort. C'est une partie très courte de leur sommeil. Donc là, ils peuvent bouger les mains, bouger les yeux, un petit peu faire de mouvements, de gestes avant de s'endormir. Et puis le sommeil est calme, il n'y a vraiment aucune réaction, aucun réveil, on peut faire le bruit qu'on veut, ils dorment. Et puis vers 4 mois, c'est ce qui correspond à la fameuse régression des 4 mois. Personne n'y échappe normalement. C'est à ce moment-là que le cerveau, il est assez mûr pour en fait passer aux 4 phases de sommeil. Et c'est là où la phase de sommeil très léger et léger apparaît. Et en fait, toutes ces phases, bah, ils s'enchaînent une à une. Donc d'abord, on commence dans le sommeil très léger, sommeil léger. Ces 2 phases, elles durent chacune à peu près 10 minutes. Ça, c'est le moment où on peut réveiller notre enfant très facilement. Le moindre bruit va le réveiller et il va même pas se rendre compte qu'il dormait. C'est vraiment très léger. Et puis, il y a le sommeil lent profond. Mais c'est là, justement, on régénère nos tissus, où le système immunitaire se booste, où l'enfant grandit. C'est la phase de sommeil la plus importante. C'est celle-là qui est
en fait très importante pour garder la courbe de croissance, pour bien grandir, voilà, vraiment pour être en bonne santé. C'est là où tous les tissus très importants se régénèrent. Et puis la phase de sommeil paradoxal, c'est tout aussi important. C'est REM, on appelle aussi, c'est Rapid Eye Movement. C'est la phase où on bouge dans le sommeil, les enfants comme les adultes, c'est vraiment pareil. On bouge dans le sommeil et cette phase de sommeil, elle agit, on dit, un petit peu comme un psy. En fait, c'est le sommeil qui est responsable pour tous les apprentissages, tous les côtés émotionnels. En fait, on revit tout ce qu'on a appris en journée. C'est pareil pour les enfants. Et les cerveaux, en fait, ils rangent chaque émotion, chaque nouvelle chose dans les bonnes cases. En fait, c'est ça qui permet à ce que nos enfants elles soient bien équilibrés, bien posés. En fait, ça aide de consolider toutes les émotions qu'ils ont vécues dans la journée. Donc, la nature est bien faite. En fait, en début de la nuit, il y a beaucoup plus de phases de sommeil lent et profond. Parce que ce sommeil-là est simplement beaucoup plus important pour le corps, pour le bon fonctionnement du corps, pour que l'enfant soit moins malade, pour qu'il grandisse bien, pour que son système immunitaire se booste, voilà, etc. Donc, il faut pas s'inquiéter si on a vraiment des nuits, de très très mauvaises nuits, surtout en deuxième partie de la nuit. Le bébé, il dort suffisamment pour toutes ses fonctions vitales. Donc là, je vais vous donner quelques clés d'un bon sommeil. Tout d'abord, un bon sommeil nocturne se prépare surtout en journée. La chose la plus importante tout au début, surtout pour le nouveau-né, c'est bien de leur aider à différencier le jour de la nuit. Ça, en général, les bébés sont en capacité vraiment de réguler leur rythme circadien autour de 6 semaines de leur vie. Donc, comment les aider? Eh ben, c'est simplement de les exposer à la lumière du jour en journée le plus possible, de sortir dehors, même les laisser faire la sieste au salon en pleine journée, pourquoi pas à côté de la fenêtre. Et de même, du coup, la nuit, ben, on fait le noir total dans la chambre pour vraiment aider à équilibrer un petit peu les hormones. La mélatonine, c'est l'hormone de sommeil. En fait, elle augmente au fur et à mesure de la journée. Donc, le matin, elle est vraiment très basse et puis elle grandit tout au long de la journée à condition qu'on s'expose bien à la lumière du jour. Et puis la cortisol, du coup, elle, normalement, elle diminue. Donc le matin, on est à fond, on est prêt à se lever, on est plein d'énergie. Et puis le soir, jusqu'au soir, elle diminue de plus en plus. La cortisol, notre corps, elle commence à la sécréter autour de 5 heures du matin. Donc, une fois que le rythme circadien est installé, aux alentours de 6 semaines, le bébé est normalement prêt à distinguer du jour de la nuit. Là, pour le nouveau-né, on essaye de garder un petit peu le, en fait, la structure. En fait, c'est essayer de faire. Donc, au début, les 3 premiers mois, le bébé, il n'est pas encore prêt de faire les nuits. L'équilibre hormonal, il n'est pas encore mis en place. Il y a plein d'études qui montrent que le bébé, il serait beaucoup mieux dans le ventre de maman 3 mois de plus, en tout cas. Donc, on les aide comme on peut, en fait. Déjà, on aide de réguler les rythmes circadiens et on essaye de mettre en place, en fait, une routine qui va être toujours euh, dormir, manger, jouer. Dormir, manger, jouer. Et c'est vraiment une petite formule magique parce que souvent on fait jouer, manger, dormir et on endort le bébé toujours en mangeant. Et ça va pas trop nous aider plus tard quand ils seront prêts pour faire de bonnes nuits parce qu'ils vont toujours associer l'alimentation avec l'endormissement.
Et qu'est-ce qui va se passer la nuit? Du coup, au réveil, bah, il va y avoir plein de micro-réveils qui sont pas du tout liés à la faim, mais c'est les réveils physiologiques dont je viens de vous parler, les 7 à 8 réveils par nuit. Et ben, en fait, le bébé, il va simplement chercher à retrouver les mêmes conditions dans lesquelles ils sont endormis. Donc, pour lui, s'il associe l'alimentation à l'endormissement, mais il va toujours demander soit le sein ou le bibi juste pour retrouver le sommeil. Mais très souvent, dans les accompagnements, enfin, je me rends compte, je vois que, en fait, les bébés, il n'a pas du tout faim. Tout ce qu'il a envie, c'est juste dormir, mais il ne sait pas le faire autrement parce il s'est toujours endormi en mangeant. Voilà, donc essayez de faire dormir, manger, jouer. Ça, c'est pour le nouveau-né. Pour les plus grands, surtout les bébés qui sont déjà diversifiés, le soir, à partir de 8 mois en général, c'est vraiment important de privilégier les féculents et les légumes et bien sûr essayer d'éviter complètement le sucre. Je m'y limitais parce qu'on peut avoir aussi les enfants plus grands, 3, 4, 5 ans. Et surtout, on essaye d'éviter les protéines parce que, ça c'est une petite seconde scientifique, en fait les protéines, ça fait beaucoup travailler le système digestif et surtout le foie qui se réchauffe beaucoup. Et en fait, le- la température corporelle basse, ça favorise énormément le sommeil. Donc si notre corps, il travaille beaucoup la nuit pour digérer, eh ben, ça va forcément perturber le sommeil, ça peut aussi provoquer plus de réveils nocturnes. Donc, on essaye de leur donner un repas équilibré et très digeste le soir. Puis, motricité tous les jours, super important de sortir en journée à la lumière du jour. Parce que même plus tard, 2 ans, 3 ans, en fait, c'est pour les hormones, pour la production de mélatonine, c'est vraiment important de sortir. Puis les activités punchy après la sieste ou le temps calme. Et en revanche, on essaye d'éviter toute excitation avant d'aller au lit. Au moins 1 heure avant, on essaye de faire on évite de faire le sport, de courir, sauter et on passe aux activités calmes. Les écrans, bien sûr aussi. Les enfants sont très sensibles à la lumière bleue, comme les adultes d'ailleurs. Même si aujourd'hui, il y a plein d'études scientifiques qui sont sorties qui disent que la lumière, finalement, notre cerveau est quand même très intelligent et il arrive bien à distinguer la lumière bleue de lumière du jour. Mais le contenu des écrans, ça reste quand même le principal perturbateur du sommeil. Donc, pas d'écran au moins 2 heures avant le coucher, ou pas d'écran du tout, encore mieux. Puis, je conseille aussi toujours à travailler à la séparation en journée. Essayer de faire avec le plus petit, c'est le petit jeu de cacher, coucou, essayer de partir de la pièce et puis revenir. De passer aussi, super important, le temps de qualité ensemble après la crèche ou l'école. Ça peut durer juste 10 à 15 minutes où on est vraiment focus sur l'enfant. On essaye de rien faire d'autre, pas préparer un repas, pas ranger, pas cuisiner. Voilà, d'être vraiment focus sur eux pour remplir leur réservoir d'affection. Ensuite, c'est l'environnement propice au sommeil. Donc, en fait, c'est la chambre de nos petits. Euh, Déjà, le petit passage sur les règles de sécurité pour le tout petit, donc jusqu'au au moins 18 mois, c'est vraiment les règles de OMS. Il n'y a pas de couette, pas d'oreiller, pas de jouets dans le lit, juste un doudou et un seul. Un matelas bien ferme. Voilà, le lit, c'est fait pour dormir, donc tous les petits mobiles au-dessus du lit, c'est vraiment très déconseillé, ça perturbe énormément le sommeil. Aussi, ça favorise les réveils matinaux parce que l'enfant se souvient qu'il a ça au-dessus et qu'il pourra jouer. Donc, c'est vraiment tous les mobiles, c'est très joli, mais c'est mieux de le mettre au-dessus de la table à langer. Puis la chambre, elle doit être propre, rangée, avec pas trop de jouets trop stimulants.
Il faut aussi aérer tous les jours, bien sûr. Investir l'espace, ça veut dire qu'il faudrait laisser l'enfant jouer un petit peu dans la chambre, qu'il se sent en sécurité, qu'il s'y sent bien, que ce soit pas juste les lieux où il se sépare avec sa maman ou son papa, que ce soit vraiment l'endroit qu'il aime bien. Parce que finalement, le but pour nous tous, c'est que nos enfants ils aillent au lit et qu'ils soient trop contents de s'allonger finalement dans leur lit comme nous, en fait, après une grande journée. Et en fait, enfin, le but, c'est qu'ils adorent aller au lit. Et c'est possible. Donc la nuit, on fait le noir total. Toujours, toujours. C'est encore une fois pour le bon équilibre hormonal, voilà, pour la mélatonine. C'est le moindre lumière. Ça, même si l'enfant il dort, il a les yeux fermés. En fait, c'est assez incroyable. Mais même la peau, elle absorbe toute la lumière dans la chambre. Et ça empêche aussi la production de mélatonine. Et puis pendant tous les micro-réveils, si l'enfant il voit une veilleuse, je sais pas, une étoile qui projette les lumières, toutes ces jolies choses qu'on trouve en magasin qui sont vraiment à proscrire la nuit, si je peux dire, mais vraiment à éviter, éviter. Pour les tout petits qui sont allaités la nuit, je conseille toujours une petite veilleuse avec la lumière rouge ou orange foncé. Et puis voilà, on l'éteint dès que la tétée est terminée ou le bibi est terminé, et puis on repasse dans le noir total. Ça, rien que ces trois petites choses, pas des jouets trop stimulants, le noir total, ça déjà, ça améliore beaucoup le sommeil des enfants. Même les grands, la semaine dernière, j'ai eu un accompagnement en grand de 3 ans et demi qui s'endormait avec la veilleuse qui projetait les étoiles en enlevant ça. Rien que ça change vraiment. Et puis, bien sûr, instaurer le rituel du coucher le soir et pour la sieste. Les rituels, les enfants, ils adorent ça. Je crois que les adultes aussi de plus en plus. Les rituels du soir et la sieste, en fait, ça les sécurise. Ils savent, les enfants, ils adorent la routine, le prévisible. Ils adorent savoir qu'est-ce qui va se passer. À chaque moment de la journée. Et c'est vrai que ces rituels, ça va toujours envoyer un signe que maintenant, c'est l'heure d'aller au dodo. En fait, ils vont pas, ça évite les batailles de après, je veux encore ça, je veux encore ci. En fait, c'est vraiment un signal très clair pour le moment d'aller au dodo. Là, je conseille souvent que ces rituels, ils durent environ 20 à 30 minutes le soir maximum. En fait, il faut pas que ce soit trop court parce que c'est quand même un moment de séparation. On a envie de passer un bon moment. Franchement, une fois que les enfants dorment et qu'ils bataillent plus, je pense que c'est le moment préféré de la journée de tous les parents. C'est euh, c'est vraiment super chouette. Et pas trop long non plus, donc 30 minutes maximum, parce qu'après, ils s'y perdent. 30 minutes, c'est tout ce qu'ils peuvent, en gros, enfin, ils peuvent savoir encore qu'est-ce qui va arriver dans 30 minutes, mais quand c'est trop long, c'est pas assez clair aussi. Donc, ce que je conseille toujours, c'est ralentir le rythme, mettre ambiance calme, pas de lumière très forte, plutôt des veilleuses ou des petites lumières d'appoint. Et toujours inclure, au moins au début, quand vous mettez en place les changements, toujours inclure le bain. Donc le bain, il doit faire partie de ces 30 minutes de rituel le soir. Et donc d'abord, on mange, ensuite on prend le bain. Pourquoi? Parce que le bain, en fait, déjà c'est un moment chouette. En général, les enfants, ils adorent le bain, sauf les tout petits bébés au tout début. Et encore, ils aiment bien plutôt. Mais en fait, le bain, c'est assez magique, ça fait baisser la température corporelle. Même si on le prend à la température 37, 38, comme tout le monde nous conseille. En fait, quand on sort du bain, le moment où on se sèche, on le sèche et on les habille, mais en fait, ça fait baisser la température du corps. Et ça envoie le signal au cerveau que c'est l'heure d'aller au dodo. C'est vraiment si vous faites un petit test, vous regardez dans les soirées à venir, en général, même pour les adultes, quand on commence à avoir un peu froid, à ce moment-là, si on écoute notre corps et qu'on aille au lit, on va s'endormir au bout de 10-15 minutes maximum. Ça arrive souvent, souvent quand même toujours à la même heure.
Et pour les enfants, bah, cet automatisme n'est pas encore acquis et le bain, ça aide à mettre ça en place. En fait, si vous faites un bain pendant 10 jours, tous les jours, à peu près à la même heure, la température corporelle qui baisse, ça va envoyer les signaux du coup au cerveau et ça va toujours, enfin ça va être automatique. En plus de ça, les enfants ils vont se souvenir que ok là on va au bain. Après le bain il y a histoire, chanson, moment câlin, petit exercice de relaxation pour les plus grands, puis doudou et dodo. Et là, ce qui est chouette du coup avec les huiles essentielles doTERRA, c'est qu'on peut aussi utiliser les roll-on de kit enfant pour l'intégrer dans ses rituels du soir. Je pense bien sûr tout naturellement au calmeur, qui est une synergie avec la lavande, camomille romaine, bois de Bouddha, ylang ylang. C'est vraiment une synergie aux propriétés apaisantes et ça aide bien sûr à se détendre, à se relaxer avant d'aller au dodo. Moi, je le mets souvent sur la plante de pied. C'est même là, ma fille de 3 ans, elle l'utilise, ça fait un an. Je pense que je lui donnais à partir de 2 ans où elle commençait à mettre toute seule. Déjà, je trouve ça super chouette. Mais je pense aussi au Brave, que j'utilise de plus en plus depuis qu'elle est entrée à l'école, parce que je trouve que c'est vraiment magique bah, pour tout ce qui est c'est un peu le petit soleil, même si le soir, je trouve que le soir, c'est super pour le dodo parce qu'il y a l'orange dedans. Ça aide aussi à faire un super dodo. Et puis, c'est l'âge aussi, à partir de 2 ans, où on commence à avoir des petits cauchemars, plus peut-être d'angoisse de séparation, où les enfants, ils demandent qu'on reste plus longtemps dans leur chambre. Voilà, c'est pour ça que j'utilise Brave. Je trouve que c'est parfait pour ce moment-là. Euh, Après, ça c'est vraiment pour la routine du dodo, pour se coucher. J'utilise souvent Calmer et Brave. Mais tout ce qui peut perturber le sommeil, là, les huiles essentielles, c'est vraiment un énorme soutien pour les enfants parce que c'est que les enfants, ils dorment beaucoup moins bien quand ils ont le nez pris, le nez qui coule. Souvent, le premier rhume, ça nous fait quelques nuits avec réveil plus, plus, plus. Et c'est là où, par exemple, Timer, il est super pour essayer de... Je le mets souvent sur la poitrine, ça débouche un petit peu le nez, ça améliore la respiration, voilà, tout ce qui est respiratoire, le nez, aussi petit massage sur la poitrine en ajoutant une petite huile de coco ou une autre huile de votre choix. Euh, le Rescuer aussi super parce qu'il y a Copaiba dedans, c'est mon huile préférée. J'adore Copaiba. On peut faire tellement de choses avec Copaiba. C'est pas le sujet, mais je trouve que c'est une huile extraordinaire. En plus, ils sont super bons et c'est très réconfortant pour le petit bobo, le petit bleu. J'utilise hyper souvent. Les Steady pour Terrible Two, vraiment top pour gérer les petites émotions, les colères, les frustrations. Trop bien. Et puis bien sûr Stronger avec cette période des petits microbes qui est de retour. Je l'utilise aussi en même, je les combine souvent, même si chaque huile est déjà assez exceptionnelle parce que c'est des synergies, mais j'utilise souvent combiné soit avec Calmer ou avec Brave. Quand je sens que là, on commence à tomber dans le petit microbe, je le mets le long de la colonne vertébrale. Je conseille aussi beaucoup à mes clients dans les accompagnements. C'est vrai que ces petits roll surtout pour les enfants plus grands, c'est vraiment trop chouette de les intégrer dans la routine. Je trouve que ça fait un petit moment où ils sont trop fiers de les appliquer tout seuls. Non, trop chouette. Je trouve que ça aide beaucoup dans le quotidien. Euh, Puis la suivi des signes de fatigue et les coucher tôt, c'est super important. J'allais dire que c'est vraiment la base d'un bon sommeil. Yes, c'est bon. Donc le temps de veille, c'est vraiment la base pour un bon sommeil. Le plus gros mythe qu'on entend souvent, c'est que le plus est l'enfant fatigué et mieux il dormira. C'est
complètement faux, c'est même l'inverse. Ce qui se passe, c'est en fait la surfatigue, c'est l'ennemi numéro un d'un bon sommeil. Quand un enfant est trop fatigué, les couchers vont être trop longs. Ça va aussi favoriser les réveils nocturnes à répétition. C'est vraiment la première chose à surveiller quand l'enfant fait des réveils nocturnes trop longs. S'il se réveille, il reste éveillé par exemple 1 heure, ça, c'est sûr qu'il y a un problème sur le rythme et sur le temps de veille. Aussi les couchers très longs avec des pleurs, c'est sûrement il s'agit de la surfatigue. Donc, il faudrait essayer de déjà se référer au temps de veille que vous pouvez trouver un petit peu sur Internet. Ça, c'est les temps de veille de base, on va dire. Et puis, ce que je vous conseille, c'est de noter un petit peu, au moins pendant une semaine, vous notez un petit peu les heures de sieste, les durées des siestes, aussi comment l'enfant s'est endormi, est-ce qu'il a beaucoup pleuré, est-ce que c'était facile. Et aussi les réveils nocturnes, vous faites un petit agenda du sommeil où vous notez tout. Et puis vous comparez avec les guides de temps d'éveil que vous trouvez en ligne, par exemple, et vous ajustez selon votre enfant. En fait, il faudrait l'observer parce que c'est vous qui le connaissez au mieux. L'observer, regarder les signes de fatigue. C'est compliqué pour le nouveau-né parce que le nouveau-né, il montre pas énormément de signes de fatigue. Ils peuvent pas encore se frotter les yeux, ils peuvent pas. Enfin, les gestes, ils sont pas encore là, mais le tout petit, jusqu'aux 3 mois. Leur temps de veille, il est vraiment maximum d'1 heure, 45 minutes, 1 heure. Et cette heure, elle comprend le change de couche, l'alimentation, le petit temps de jeu et puis dodo. Donc c'est assez court. Et je pense que j'aurais bien aimé savoir ça quand j'avais mes enfants très petits. Donc il faudrait vraiment essayer de respecter le rythme des siestes. Pas de surfatigue, pas les coucher trop tôt non plus parce que la pression du sommeil ne sera pas assez forte pour qu'il fasse de longues siestes. Donc souvent, la petite problématique signature, c'est des petites siestes de 30 minutes pour les bébés de 5, 6, 7 mois. Ben là, il y a un problème sur le rythme en journée. Souvent, il faut vraiment creuser sur la journée pour résoudre ce problème-là. Et puis j'arrive à l'autonomie d'endormissement. C'est ce dont je parlais tout au début. En fait, il faudrait que votre enfant il soit dans les mêmes conditions pour se rendormir la nuit que le soir. En fait, il faudrait faire en sorte à ce qu'il, quand il se réveille la nuit, qu'il se retrouve dans les mêmes conditions quand il s'est endormi. C'est ça qui va le sécuriser, ça va le réconforter, il va exactement savoir où il est. C'est comme si nous, on s'était endormi dans notre lit et puis on se réveille et on se rend compte qu'on est au salon, sur le canapé. Enfin, ça va être difficile pour retrouver le sommeil et surtout essayer de faire en sorte à ce qu'il puisse le reproduire par lui-même. Donc pas qu'il s'endort au biberon ou au sein ou je sais pas si vous le bercez, bah pareil, ça va pas l'aider pour se rendormir la nuit. Ça, c'est tout l'objet de mes accompagnements, c'est en fait d'essayer d'essayer à lui laisser une opportunité de s'endormir lui-même tout en travaillant sur sa journée, mais aussi avec plein d'astuces pour l'endormissement le soir et sans le laisser pleurer seul dans sa chambre parce que ça, c'est ça, c'est des pratiques que je soutiens pas du tout. Donc, voilà, s'il s'endort près de vous le soir, dans vos bras ou au sein, au biberon, bah, c'est tout naturellement qu'il va chercher votre présence la nuit. Et puis, un enfant est surtout heureux quand ses parents sont heureux. C'est pour ça que j'ai ajouté une partie sur le sommeil des parents, sommeil des mamans, parce que si mamans sont épuisées, bah, ça va être beaucoup plus difficile de s'occuper de petits et je trouve que il faut commencer par s'occuper de soi pour bien s'occuper de nos petits. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, mais et j'y croyais pas ou j'arrivais pas. Voilà, le plus difficile, c'est de prioriser. Mais
Là, les huiles essentielles, ça nous aide énormément. Moi, par exemple, j'ai découvert doTERRA quand j'étais enceinte de mon deuxième. Je contactais ma marraine Audrey une semaine avant d'accoucher parce que je voulais absolument éviter le baby blues que j'ai eu pour ma première. Et c'est là où l'huile balance. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette synergie, mais elle est vraiment incroyable sur l'équilibre d'émotions. En tout cas, ça m'a énormément aidé. J'ai rien senti du tout. Ça donne ce sentiment d'ancrage, d'être posé et je sais pas, pour moi, ça a été magique sur les émotions aussi et sur les hormones aussi. Parce que chute hormonale après l'accouchement, bah, pour moi, ça a été vraiment magique. Ensemble avec Adaptif pour gérer quand même la grande, pour les tunnels du soir, même si j'aime pas trop dire tunnel du soir, vraiment, mais je trouve que ces deux huiles, bah, Adaptif, ça aide à relaxer le système nerveux, de mettre le cerveau un petit peu en off, en pause pendant qu'on s'occupe de nos enfants. Et balance, ça équilibre le tout. Cette huile, enfin les deux huiles, elles servent tout le temps en fait. Donc pour le bon sommeil des parents, bah, c'est la même chose, vraiment s'exposer à la lumière du jour. Souvent, on a un petit coup de barre après manger. Je ne sais pas si vous sentez ça, après manger vers 13 14 heures. C'est le moment où souvent on va chercher un café, mais en fait, ce qui marche le mieux, c'est vraiment sortir 10 minutes dehors, prendre la lumière du jour, même avec les journées où nous, là, au Pays Basque, il pleut tout le temps. Mais même sous la pluie, sortir sous la pluie et prendre l'air, la lumière, ça aide de combattre la fatigue et de relancer la journée, la deuxième partie de la journée. Pour le soir, donc pareil, créer une ambiance calme avec les lumières tamisées. Aussi créer un petit rituel, parce que même les grands, nous, on adore le petit rituel. Plus il y a le rituel, mieux c'est. Le soir, le matin, tout ce qui peut nous rassurer, nous aider à nous détendre. Pareil que pour les enfants, mieux dîner, féculents complets, de bons gras, parce que le cerveau a besoin de gras, même pour bien dormir. En fait, quand on mange, il faut pas trop se restreindre parce que si on mange pas assez le soir, en fait, notre corps, il va juste penser, elle a pas assez mangé, elle a pas assez mangé. Ça fait monter le cortisol. Cortisol, c'est niette à la mélatonine. Donc, il faut quand même bien manger, mais bien équilibré pour bien dormir. Puis en journée, on essaye de bouger un peu plus, dormir dans le noir complet, la routine du soir, avec les petits chouchous d'Otera. Je ne sais pas si vous connaissez les sticks Serenity. Je me suis badigeonnée ce soir pour être un peu plus détendue avec vous, parce que c'est quand même un peu stressant. Mais quand parfois on peut être hyper actif, penser, il faut que je fasse ci, ça, avoir 10 000 pensées dans la tête, et ben, ça aide à diminuer un petit peu cette tension, s'apaiser en combo avec Copaiba qui est, je crois que j'ai déjà parlé un petit peu de Copaiba, mais pour moi c'est un puissant relaxant. Cette huile, elle est juste incroyable. C'est aussi un anti-inflammatoire. Et surtout, il aide énormément pour la nuit. On peut le prendre en interne, 2 gouttes sous la langue avant d'aller au dodo. Ça met le cerveau un petit peu, bah, pareil, ça le met en pause. Tous les petits pensées, comme parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on se couche, on se dit, j'ai pas fait ça, bah, ça aide un petit peu à relâcher et à penser à autre chose. Et vraiment, ça détend le système nerveux. Moi, c'est mon chouchou. Puis, il est excellent pour tout, pour la peau, pour les irritations. Il est magique. Il cicatrise le moindre bobo. Il est incroyable. Euh, Est-ce que j'ai mis encore quelque chose? Là, j'ai mis un peu plus balance sur la lumière parce que voilà, j'ai déjà parlé, mais pour moi, c'est une huile numéro 1 en postpartum.
il est vraiment, voilà, il favorise les sentiments de tranquillité, harmonie du corps et l'esprit. Euh, enfin, il détend, il équilibre les émotions. Puis je pense qu'il doit y avoir quelque chose de hyper magique quand même sur la chute d'hormones. Vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais l'équilibre hormonal, c'est balance. Vraiment. Là, c'est le petit stick Serenity que moi j'inclus dans la routine du soir. Je l'offre à tous les parents que j'accompagne. C'est le best de best pour un super dodo le soir. J'ai ajouté aussi en garde parce que c'est la période, déjà on rentre en hiver et c'est le moment de l'utiliser pour soutenir l'immunité parce que quand on est malade, bah, c'est beaucoup plus compliqué de s'occuper des enfants en journée et le soir. Et je trouve qu'en garde, si vous avez le kit enfant, il y a Stronger qui est super, mais même en garde, en bonne dilution, je l'utilise aussi sur les enfants. Ça peut créer un petit rituel aussi, maman, papa, enfant, le soir. Il marche aussi très bien pour la toux. Je fais un petit massage sur la poitrine, pour le mot de gorge pour les adultes, aussi en diffusion. Puis on peut l'utiliser pour tout, pour nettoyer la maison. Génial pour cette période, c'est le must, mais peut-être que tout le monde l'a déjà quand même. Et puis, je voulais juste parler un tout petit peu des VMG+. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un combo avec Omega. Ça aussi, c'est top en postpartum, mais aussi pour tous les changements de saison. C'est un véritable boost. En fait, quand on est en surfatigue totale, et ça arrive très souvent quand on est épuisé, surtout quand on ne dort pas. En fait, un bon complexe de vitamines et minérales, de bons greens, ça booste notre journée, ça nous aide à tenir le coup, ça nous aide à se sentir mieux, ça aide aussi l'équilibre émotionnel. Il y a plein de bons vitamines, de minéraux, c'est vraiment un ensemble quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prendre. Avec ces deux, oméga 3 et VMG, on est sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour notre corps pour bien fonctionner. Voilà, c'est vraiment idéal pour la fatigue chronique, burn-out ou juste avant le burn-out. Ça impacte aussi notre métabolisme, ce qui est super important quand les saisons changent et l'hiver arrive. Pour la digestion lente aussi, ça aide super bien. Pour l'inflammation chronique, voilà, pour l'immunité, pour booster l'immunité, c'est le meilleur moment. Et souvent, ce qui arrive, en fait, quand on dort pas pendant longtemps, en fait, le cerveau, il se met un petit peu en détresse et en fait, lui, il dit d'abord qu'il faut régénérer tous les organes vitaux. Donc, en fait, tout ce qui est l'équilibre hormonal, ça va forcément aller sur le deuxième plan parce que c'est pas un besoin vital et le cerveau, il va pas se mettre à fonctionner, enfin, à travailler pour équilibrer tout ça. Et au moment, quand on commence à dormir, et on commence à récupérer. Et en fait, au bout de 2, 3, 4 semaines d'un bon sommeil, le cerveau, il commence à relâcher la pression. En fait, il s'est dit, fou, c'est bon, elle dort enfin, tout commence à bien fonctionner. J'ai plus besoin de bosser autant pour m'occuper de tout, à ce que tout aille bien. Et ça, c'est souvent le moment où on tombe malade. Parce que le cerveau, il relâche un petit peu, il est plus du tout en stress pour s'occuper de moindres trucs. Donc, c'est aussi le moment quand on part en vacances, par exemple, je sais pas si ça vous arrive aussi, quand on part en vacances et on est loin de toute la routine et tout le stress du quotidien, notre corps, il relâche et c'est le moment où on tombe souvent malade. C'est pour ça que c'est super de faire une petite cure de vitamines complet avec voilà, vitamines, minéraux, oméga 3, aussi faire une petite cure de probiotiques pour justement éviter ces petits coups de faiblesse quand on commence à aller mieux. Je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser que toutes les huiles que je mentionnais,
je parlais uniquement des huiles doTERRA parce que il y a tellement d'huiles sur le marché qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas du tout une qualité irréprochable, comme c'est le cas de doTERRA, qui n'ont pas du tout de grade thérapeutique. Donc, je précise toujours dans tous mes accompagnements que je conseille pas du tout l'utilisation d'autres huiles que doTERRA, surtout sur les enfants et surtout les huiles non diluées. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà la magie de doTERRA. Et voilà, du coup, j'ai terminé à l'heure. Incroyable, j'avais trop peur de déborder parce que c'est quand même tard. Je vous mets les petites infos sur l'Odyssée du sommeil. J'ai mis mon compte Insta qui n'est pas encore lancé parce que je trouve pas le temps de commencer à poster, mais c'est bientôt pour bientôt. Mais sur mon compte Insta, vous allez pouvoir trouver le lien avec mon site, avec mes accompagnements. Et si vous avez les questions, n'hésitez surtout pas. Alors, je vais regarder vos questions du coup. Je remonte tout en haut pour rien oublier. Regarde l'âge des enfants. Oui, Mathilde, du coup, je lis pour le petit troisième qui est en cododo, qui se réveille toutes les 2 heures pour demander à téter. Mais du coup, la question à se poser, comment est-ce qu'il s'endort le soir? Est-ce qu'il s'endort au sein aussi? C'est ça que tu devrais travailler, essayer de dissocier l'endormissement de l'allaitement et essayer de passer l'allaitement avant la routine du coucher. Donc avant de commencer le bain et la routine du soir. Trop bien Muriel, trop cool. Comment faire pour les enfants qui ont besoin de lumière pour s'endormir? 6 ans et 4 ans. Donc en fait, l'âge où le petit peur, ils arrivent, où ils ont peur du noir, c'est aux alentours de 2 ans que ça commence, 2 ans, 2 ans et demi. Et il y a plein de petites techniques pour les aider à comment je dirais, il y a plein de techniques pour les aider, mais on peut commencer progressivement. On peut commencer à mettre, par exemple, une veilleuse toujours aux lumières bien rouges ou orange foncé, et puis essayer d'éloigner la veilleuse petit à petit au fur et à mesure en les rassurant. Par exemple, mettre au début la veilleuse à côté de leur lit. Ensuite, je ne sais pas, 3 jours plus tard, peut-être mettre au milieu de la chambre. 3 jours plus tard, à côté de la porte. Et essayer à ce que cette veilleuse, elle passe derrière la porte. Ça peut aussi être une veilleuse, par exemple, qui s'éteint au bout d'une demi-heure, par exemple, dès que l'enfant s'est endormi, que la veilleuse s'éteint. Si vous êtes sûr que ce sont de bons dormeurs et qu'ils ne se réveillent pas la nuit. Sinon, bah, si ça les réveille pas vraiment, si ça provoque pas les réveils nocturnes, il n'y a pas de souci non plus de laisser une veilleuse qui s'éteint toute seule. Parce que comme je disais avant, la lumière, si elle est allumée en permanence, en fait, quand on part, quand on les couche et on laisse une veilleuse, on a l'impression que la lumière est pas très forte. Mais en pleine nuit, quand il fait très nuit et vous ouvrez la porte, quand le corps est habitué à la nuit, ben là, la lumière, elle va être quand même très forte. Donc, en général, on arrive toujours à la passer derrière la porte. Vous pouvez essayer de faire un petit tableau peut-être avec les petites récompenses pour chaque étape. Par exemple, s'il était d'accord de le mettre au milieu ou à la fin ou derrière la porte, qu'il a une petite récompense le lendemain. Ça peut être une piste à explorer. Oui, la veilleuse, c'est pas l'idéal. Il faut toujours, enfin, on dort le mieux, tout le monde dort le mieux sans la veilleuse, sans aucune lumière, la nuit.
Oui, je pense que le bain, c'est quand même très bien de l'inclure au rituel du soir, au moins au début, si vous voulez éviter les couchers à rallonge. Je pense que ça peut être un moment qu'on inclut dans la routine, même pour les plus grands. Même s'ils jouent, le bain, on n'a pas besoin de durer une demi-heure, ça peut durer juste 10 minutes. Ça peut aussi être une douche, si on veut provoquer cet effet sur le sommeil. Petite fille de 3 ans et demi. Ne veut plus s'endormir depuis. Je lis la question de Sophie, qui veut plus s'endormir depuis qu'elle sait qu'elle a une petite sœur. Les rituels durent 2 heures. Ah oui, j'avoue, c'est hyper lent, mais moi j'inclurais dans le rituel de ta fille, j'inclurais bien un livre sur l'arrivée de la petite sœur pour bien lui expliquer, bien la rassurer. Mais ce qui marche le mieux, bah, c'est essayer de faire tous les jours exactement la même chose. Qu'il y a tous les jours juste une histoire ou deux histoires, peu importe ce que vous choisissez. Mais vraiment, c'est tenir un rituel cohérent et répétitif tous les soirs. C'est vraiment essayer de mettre le cadre là-dessus. Ouais, le Brave, c'est génial pour cette problématique aussi. Et puis pour le bain aussi, ce qui est chouette aussi, c'est d'ajouter une goutte ou deux gouttes de l'huile essentielle de lavande. Moi, je le mets, ça se mélange pas très bien avec de l'eau, mais je le mets dans une cuillère de miel. C'est chouette. Ou juste aussi ouais, une cuillère de miel. Ça, ça marche très bien et ça sent super bon en plus. Ou alors le petit mousse à la lavande d'Otera aussi, ça marche bien. Oui, Copaiba en interne, normalement c'est bon. Ah oui, bah Audrey, elle a répondu que c'est bon officiellement. Moi, je le fais. Je le fais quand j'allaitais aussi. Je l'ai utilisé pas mal en postpartum. En tout cas, j'ai pas eu de problème, mais Audrey, elle s'y connaît un peu mieux que moi. Euh, Avec plaisir. Je suis contente. Après, c'est difficile de partager vraiment les infos très personnalisées à chaque âge, très adaptées à chaque âge, pardon, en 45 minutes, c'est hyper rapide. Euh, ouais, je pense, ouais. C'est vrai que c'est inutile. Ouais, 2 ans, je pense que ça devrait aller aussi. Yes, Mathilde. Ah, il reste qu'un seul diffuseur écureuil. Oh là là, je suis à la bourre. J'en veux pas. Alors. Alors, si elle a peur du noir, je lis du coup la question de Imas. Avec ta fille qui a peur du noir, tu peux le laisser en attendant la veilleuse derrière la porte ou alors juste devant la porte. Aussi, une astuce qu'on peut faire pour assombrir la lumière de la veilleuse que je fais toujours au début, le temps de désensibiliser. On peut mettre un tissu sur la veilleuse ou genre une grosse chaussette de ski par exemple sur la veilleuse si elle n'est pas très grande. Ça atténue beaucoup la lumière. Elle est beaucoup plus douce et moins dérangeante pour la nuit. Mais sinon, j'essaierai de la rassurer à plus qu'il y a aucune raison d'avoir peur de la nuit. Brave, et vraiment, c'est vraiment génial pour le peur à partir de 2 ans quand ça arrive, le peur souvent de séparation, mais aussi le peur de noir, ça évite les cauchemars. Brave est super rassurant. C'est top pour l'inclure dans la nuit, dans la routine du soir.
Le VMG, je ne vois pas de contre-indication pour une jeune maman. Moi, je le conseille souvent au postpartum, ça marche très bien. Pour la surfatigue, justement, avec les oméga 3, mais elle élevait aussi très bien. Moi, je l'avais pris en postpartum, elle élevait parce que VMG, ils n'étaient pas encore là. Mais là, je suis passée en fan VMG plus. Ça fait partie de petits rituels du matin. Elle est élevée, il faut aimer les petits cachets parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais l'effet est génial, génial sur la fatigue aussi. Donc, aucun souci pour moi, Juliette. Avec grand plaisir, les filles. Je suis contente si je peux répondre à quelques questions et si ça a pu vous servir. Voilà. Je vois du coup, il n'y a plus de questions. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée, du coup. Avec plaisir. Au revoir. Cool. Je suis contente. Merci, c'était trop bien. Trop cool. Bonne soirée. Ouais.